merci à l'équipe du CRT qui vraiment a pris l'organisation, la conception et le déroulement de ces journées qui me semblent être extrêmement intéressantes, importantes et fructueuses. Et merci aussi à la mission interministérielle qui a accompagné tout le long de ces démarches. Je vais essayer de vous présenter quelque peu le cheminement de la pensée des psychiatres publics que je représente, enfin bon, avec Catherine Boiteux, qui nous a amené finalement à penser que c'était important d'être ici. Alors, après les événements et l'horreur des attentats de 2015, effectivement, on était choqués et dans la pensée des psychiatres, deux tendances se sont très rapidement dessinées. La première tendance était, ça a été dit un petit peu par-ci par-là, bon, c'est pas notre mission après tout, c'est pas notre travail. Tout le monde dit que il n'y a pas de troubles psychiques avérés, alors en plus on n'a pas le moyen déjà pour réaliser nos missions, alors qui nous incombe classiquement. Alors de quoi va-t-on s'y mêler? Pourquoi va-t-on s'occuper de tout ça? La deuxième approche, enfin la deuxième tendance, c'était non, il faut vraiment y aller parce qu'il y a des réels problèmes et qu'il faut y aller à fond même, sans forcément avoir une réflexion clinique et psychopathologique extrêmement développée. Or, certains milieux très ciblés, mais c'était pas forcément cette réflexion n'était pas forcément très répandue dans le corps des psychiatres des hôpitaux. Et effectivement, on a commencé petit à petit à essayer de trouver une voie moyenne qui cherchait à comprendre ces phénomènes, qui pensait qu'il fallait faire des recherches, qu'il fallait essayer de comprendre et dégager petit à petit une pensée et une clinique. Dans ce mouvement-là, un certain nombre de colloques ont été réalisés. Nous avons initié en tout cas 3 colloques sur la radicalisation, dont le titre est assez particulier parce qu'on l'avait appelé « Rupture et radicalité, : la tentation du soin ». Alors, la tentation du soin, oui, mais enfin, déjà, on pensait qu'effectivement, la déradicalisation, comment on va soigner la déradicalisation, ou quels sont les écueils de cette approche. En parallèle, ça c'était pour l'organisation que je préside, mais avec son organisation scientifique et l'Ancrepsy, et en parallèle, la Fédération française des psychiatries commence une série d'auditions pour justement cerner au mieux ces phénomènes. Et cette réflexion avance et je pense qu'elle a été quelque peu polluée, si vous me permettez cette expression, par une intrusion, une tentation sécuritaire. Et cette tentation, elle est compréhensible, hein, c'est devant l'horreur du phénomène, il faut essayer de comprendre, quand on est démuni, il y a des nécessités d'avoir des réponses simples pour le corps social. Et comme la psychiatrie, effectivement, pendant très longtemps, elle a été identifiée à la dangerosité des patients qu'elle suit. Pas plus tard d'ailleurs qu'avant-hier, il y avait une émission à la télévision intitulée « Les psychiatres et l'assassin ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quand même... Bon, moi, ça m'a beaucoup interpellé. Alors, du coup, effectivement, la tentation, cette tentation sécuritaire était assez prenante, et ça s'est traduit par des injonctions, par des pressions, par des déclarations à l'époque, du ministre de l'Intérieur de l'époque, et par certaines aussi dispositions réglementaires, à savoir c'est ce qu'on appelle le logiciel OPSI, c'est-à-dire la transmission, la sauvegarde sur 3 ans, alors que c'était 1 an, et la transmission
aux autorités administratives des renseignements personnels de tous les patients hospitalisés en soins sans consentement. Et dans le préambule, c'était justement dans le cadre de la prévention du risque des dérives radicales. C'est effectivement cette approche, aussi compréhensible soit-elle, contre laquelle nous sommes érigés et que nous avons combattu. Je pense qu'on a réussi à infléchir quelque peu l'approche plus générale, mais pas la traduction, en tout cas réglementaire, sur le fameux logiciel OPSI et la transmission des données, qui est toujours d'actualité, mais bon, on continue quand même à se battre contre cela. Mais c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment, ça a pollué la réflexion et du coup, ça a crispé au sein de notre corps de métier. Enfin bon, ça a crispé la possibilité d'une évolution de la réflexion clinique. Bon, néanmoins, un certain nombre de pistes se dégagent. La première, c'est de qui parle-t-on? Alors, les auditions de la FFP ont mis en évidence qu'il y a une corrélation assez faible entre les troubles psychiatriques et l'engagement radicalisé. Ceci étant, à une époque, on donnait comme chiffre à peu près 30% de prévalence des troubles psychiatriques et psychologiques parmi ces personnes, ce qui était ahurissant. Alors, on a essayé de savoir de quoi il s'agissait. Certaines pistes tendaient à dire qu'il s'agissait de la consommation de psychotropes. Ce qui est, enfin, psychotropes tout confondu, c'est-à-dire un somnifère, enfin, bon, tout ce qui est... Bon, alors c'est quand même pas tout à fait pertinent. Après, les chiffres qui circulaient ont été un petit peu à la baisse. On était entre 5 et 15%. Vous voyez, l'écart est énorme. Et maintenant, grâce quand même à un certain nombre d'études, et je pense que les professionnels autour de la Cour d'appel de Versailles ont beaucoup travaillé sur cela. On arrive, et puis ainsi que le groupe de travail sur droit et justice, on arrive à peu près une appréhension qui est aux alentours de 3,5%. 3,5%, c'est en plus sur un échantillon qui est issu d'une analyse diagnostique de personnes ayant été incarcérées. Dans la plupart des maisons d'arrêt, les services de psychiatrie font passer un examen psychiatrique standardisé qui s'appelle le MINI, qui est logiquement passé à tous les primo-arrivants, peu importe leur origine et leur zone d'arrivée. Alors là-dedans, effectivement, on sait qu'il y a eu à peu près 500 personnes, plus 500 personnes de droit commun qui sont signalées comme radicalisées, plus 600 ou 700 personnes suivies par les SPIP. Tout ce monde est passé par un moment ou un autre par une maison d'arrêt et on arrive à un taux de prévalence d'à peu près 3,5%. C'est relativement empirique, mais quand même ça se base sur l'analyse des résultats des MINI. Bon, quand je dis 3,5, j'en parle des troubles schizophréniques, délirants ou troubles graves de la personnalité. Ce qui est un tout petit peu supérieur à la population générale, mais c'est tout à fait superposable à la population carcérale. Il n'y a pas de différence significative. Alors, du coup, on commence à réfléchir de quoi on parle, encore une fois. C'est effectivement... la radicalisation n'est pas associée avec une pathologie mentale. Certaines personnes radicalisées ou qui ont commis des actes ont présenté des troubles psy, enfin c'est le pourcentage que j'ai évoqué. Alors on commence à réfléchir sur des profils comme l'idéaliste passionné, les génocidaires, le tueur de masse, le tueur en série. Certains collègues avance l'approche d'un suicidant par personne interposée. Il va y avoir une réflexion samedi prochain.
et aussi des personnes qui sont sous l'emprise, comme une sorte de dépendance, des relations, des relations d'emprise avec un recruteur, Richard Reichmann l'appelait comment, je ne me souviens plus, hier, c'était... en tout cas, c'est les logisticiens, c'est le back-office. Et effectivement, il y en a des personnes qui créent des relations d'emprise vis-à-vis d'autres personnes qui sont certainement vulnérables et qui sont les exécutants, enfin, la main-d'œuvre. Alors, effectivement, on commence à aborder ces profils, j'insiste, c'est bien clinique, tout en ayant en tête qu'en parallèle, il y a un tas de facteurs psychopathologiques, mais qui ne sont pas de la clinique psychiatrique, mais qui sont des facteurs psychopathologiques, des questions de rupture de la filiation, d'une néo-filiation, des ruptures biographiques, des familles dysfonctionnelles et destructrices, la volonté de rupture avec ses familles, une recherche identitaire, un idéal viril, une identification avec une dissolution en groupe, une dimension eschatologique, bon, tout un tas de conduites de dépendance aussi, bref, un certain nombre de facteurs qui interviennent sur des personnes qui présentent une certaine fragilité, mais encore une fois, la question de fond qui se pose pour les psychiatres cliniciens, c'est que la radicalisation intellectuelle, cognitive, si on peut l'appeler comme ça, c'est autre chose que la radicalisation comportementale. Et je pense que le passage a été aussi évoqué hier, de l'une à l'autre, ce n'est pas évident, et notre réflexion en tout cas, et c'est là où peut-être il y a une réflexion, une place du psychiatre dans un travail pluridisciplinaire, interdisciplinaire avec les psychologues, les anthropologues, les sociologues, c'est pas tellement le comment, le pourquoi, enfin bon, c'est pas notre travail de psychanalyste, mais c'est comment finalement il est possible, dans certaines situations, de passer cette radicalisation cognitive à une radicalisation comportementale qui peut ouvrir du coup des voies à des actes. Alors, du coup, la question aussi de la tentation de soi, on commence à se poser la question que, bon, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'approche possible, on n'a pas de piste possible sur ce qu'on appelait avant la déradicalisation, ou le désengagement, ou le désendoctrinement, ou le débrigadement, je ne sais pas comment elle appelait ça, je ne me souviens plus comment elle s'appelait ça, Esther Benbassa. Mais bon, les tentatives, en tout cas, des centres de déradicalisation, manifestement, n'ont pas été concluantes. Et de plus en plus, il s'agit maintenant des situations individuelles, des parcours très, très diversifiés, des parcours extrêmement singuliers et qui ne constituent pas pour autant des profils types. Alors, notre souci maintenant, c'est d'approfondir les connaissances, de croiser les connaissances des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres, des anthropologues, des sociologues, pour justement mettre en place essentiellement, nous semble-t-il, des actions de prévention d'ailleurs très précoces à l'école, auprès des services sociaux, auprès des services de la PJJ, de l'ASE. La prévention nous semble en tout cas avoir une pertinence extrêmement importante. Et puis, deuxièmement, peut-être une série d'actions d'accompagnement des professionnels de terrain qui sont aux prises directes et au quotidiennes avec les personnes qu'on appelle radicalisées. Il y a un grand besoin, je pense que là, ça se dégage un certain nombre de pistes sur comment accompagner les personnes qui travaillent, les professionnels qui travaillent avec ces personnes, parce que, encore une fois, on sait dans notre métier en psychiatrie, quand on est trop loin, il n'y a pas de relation, il ne se passe rien. Quand on est trop près,
c'est compliqué, surtout quand on est parfois confronté à l'horreur ou à un rejet compréhensible devant ces phénomènes. Mais en même temps, il faut quand même aller près. Alors, certains ont pensé que ça pourrait être une sorte de clivage artificiel chez les personnels pour pouvoir justement affronter cela. Mais enfin, c'est un grand débat. Voilà, alors je voulais vous apporter certaines pistes de réflexion, à la fois cliniques, à la fois de la place de la psychiatrie au milieu de ces disciplines, pour travailler ensemble et de manière interagie, pour éviter aussi toutes les dérives sécuritaires qui risquent de crisper et de polluer le débat, et pour trouver enfin ensemble une approche réaliste, pragmatique devant ces phénomènes. Merci.